C'est l'heure du journal sur Eden TV. Les grandes articulations de cette édition, c'est tout de suite. Le gouvernement de la rupture a-t-il changé de stratégie de communication dans ce journal? Les appréciations des populations sur la présence remarquée du président Patrice Talon dans les médias. Dégradation des infrastructures routières sur les grands axes des communes d'Abomey-Calavier et de Cotonou. Les origines de cet état de choses sont à suivre avec Samson Oké. Présidentielle en France, les candidats s'évertuent à convaincre les citoyens français encore indécis. Nous vous ferons revivre les derniers meetings de Macron et de Le Pen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Présent sur divers médias nationaux et internationaux depuis quelques jours, le gouvernement du Bénin révélé a modifié quelque peu son plan de communication. La normocommunication présidentielle est-elle désormais du passé? Pourquoi ce changement et comment les populations l'apprécient? Réponse dans ce reportage de Fréjus Serron. Radio France Internationale, France 24, Voz Africa, après les médias nationaux, le président de la République, Patrice Talon, n'a visiblement ménagé aucun effort pour imposer sa présence sur les chaînes internationales. Au cœur des échanges, le rejet du projet de la révision de la Constitution, réforme phare de son quinquennat, stoppé par le Parlement. Un résultat que le chef de l'État impute entre autres à la désinformation et à l'intoxication entretenue selon lui sur certains médias. Patrice Talon quitte ainsi son silence habituel. Les citoyens, quant à eux, se font une idée sur les raisons qui fondent ce passage de la normocommunication à celle qui semble dorénavant lui succéder. Le RFI disait qu'on n'a pas pu faire la révision de la Constitution parce qu'il n'y avait pas eu de communication autour. Donc peut-être qu'il a pensé qu'il serait mieux de faire un peu de la publicité autour de ces actes pour pouvoir se faire voir un peu et se faire entendre un peu par la population. Bon, sûrement c'est ce qui peut expliquer cela parce que le fait de rester dans la normocommunication fait que la population ne comprend pas en fait ce qu'il fait. Or, il travaille dans l'ombre mais on n'arrive pas à le suivre. On est passé de la normocommunication à l'hypercommunication juste parce que d'une manière ou d'une autre, le président n'a peut-être pas supporté ce qui s'est passé et il culpabilise peut-être sa communication, sa stratégie. Et de ce fait-là, ils se sont lancés dans une guerre communicationnelle qui ne dit plus son nom. Comment les citoyens apprécient ce qu'ils appellent l'hypercommunication? Les avis sont partagés. Bon, moi je vois que c'est mieux parce qu'actuellement on le comprend mieux. Après qu'il ait fait l'interview à l'RTV, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont même avec moi et qui étaient contre toutes ces réformes sont revenus dans son camp. Parce qu'on a compris que fait, c'est le fait qu'il ne parlait pas qui fait qu'on croit que tout ce qu'il nous fait est mauvais, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas meilleur communicateur sur les actions gouvernementales que le président lui-même. Ça, c'est clair. À l'écouter et à écouter ses collaborateurs, il n'y a pas meilleur communicateur sur ce qu'il a comme ambition, sur tout ce qui va se faire. Mais de là à se mettre dans une vague de communication, et regardez, en moins de 2 semaines, le nombre de sorties qu'on a eu de notre chef de l'État sur la télévision nationale, les télévisions privées du Bénin, sur la radio française RFI, sur France 24 cette semaine et la semaine dernière, hier c'était sur Vox Africa. Je pense que nous sommes en train de passer à une autre ère qui risque de nous plonger dans le passé récent que nous regrettons d'une manière ou d'une autre, où au-delà même de l'hypercommunication, nous risquons d'aller au populisme et les questions de développement vont passer à côté. On ne va plus vraiment se concentrer sur l'essentiel, mais on va travailler à la réélection ou au positionnement du nouveau candidat. Il faut communiquer, certes, mais il ne faut pas aller dans l'excès de communication. L'excès va nuire parce que plus vous communiquez aussi, plus nous serons essoufflés de le suivre et nous n'aurons plus envie d'écouter notre chef. C'est une très bonne idée parce que du fait qu'il fait ça, on le comprend bien, on sait ce qu'il a comme projet, on le comprend mieux que ses collaborateurs, qu'il équilibre ses sorties pour ne pas être comme certains présidents. Je ferai désormais la politique autrement, disait Patrice Talon. Une déclaration qui témoignait sans doute
d'une volonté de communiquer autrement. Il s'observe sur nos différents axes routiers une dégradation des infrastructures peu favorable à la fluidité de la circulation. Après investigation, Samson Oké, à la tête d'une équipe de la rédaction, se rend compte des causes de ces actes inciviques. Les infrastructures routières à l'épreuve des chauffards. De Carrefour Missé-Sainto à l'échangeur de Godomé, le constat est amer. Les terres pleins centraux dégradés, des lampadaires tordus et branlants, des feux de signalisation non fonctionnels et détruits par endroits, des fleurs visant l'embellissement de la voie déracinée. Selon quelques usagers interrogés, cet état de dégradation des routes est dû au non-respect du code de la route et l'incivisme criard de certains usagers. Nous n'avons pas assez de voies. Et l'État arrive avec certains efforts à construire certaines infrastructures routières comme les routes qu'on a et que des citoyens en viennent à les détruire. Je pense que c'est très déplorable. Ce n'est pas admissible. Ce sont des actes d'incivisme notables qu'il faut punir, qu'il faut décourager. Les citoyens, je les appelle à beaucoup plus de civisme, à respecter le bien public et à respecter aussi le code de la route, parce que c'est le non-respect du code de la route qui les amène des fois à détruire ces infrastructures. L'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'utilisation du téléphone mobile au volant et bien d'autres comportements connexes sont à l'origine de plusieurs accidents de circulation qui, à leur tour, impactent de façon dommageable les infrastructures routières. Les auteurs de ces actes restent parfois impunis, quand bien même des tests existent pour exiger de ces derniers la réparation de leurs actes. Il faut sanctionner, parce que souvent quand on apprend que ces conducteurs de camions, ce sont des gens qui ont de bras longs, qui ont des gens dans l'administration, et quand ils arrivent à détruire ces infrastructures-là, ces actes restent impunis. Donc il faut les punir pour que peut-être ceux-là qui ont ces intentions de détruire les voies à dessein, parce qu'il y a certains qui le font à dessein aussi, qu'ils arrivent à être punis gravement même. Il faudrait que l'État met un comité en place pour pouvoir surveiller ces genres de trucs-là. Même si quelqu'un a cassé un poteau, bien si quelqu'un a détruit ce qui appartient à tout le monde, il faudrait que il en demande, c'est-à-dire il paye. Au-delà de ces comportements peu citoyens observés, l'on peut s'interroger sur la qualité du matériel utilisé pour la construction de ces infrastructures publiques, pourtant réalisées à coût de plusieurs centaines de millions. Rappelons que toutes nos tentatives initiées pour rencontrer les autorités en charge des infrastructures au Bénin ont été vaines. Constat de multiplicité de parcs de stationnement de véhicules poids lourds sur le tronçon à Kassato-Glodjibé. Les usagers de cette voie vivent un calvaire notamment lié au non-respect des principes routiers. Reportage. Difficile de circuler par moments sur le tronçon à Kassato-Glodjibé et pour cause l'entrée ou la sortie des camions gros porteurs sur les parcs de stationnement se trouvant sur le dit tronçon. Même si la multiplicité des parcs de stationnement pour ces poids lourds a rendu fluide la circulation, vu qu'auparavant ces derniers stationnaient au bord de la voie, leur entrée sur les parcs tout comme leur sortie ne sont sans difficulté actuellement. En voulant sortir du parc, même si les taximans, les immédiatement te voient que tu engages, ils ne te donnent pas le passage pour que tu puisses monter sur la voie. Ou en vouloir rentrer dans le parc. Tu peux, en train de venir, faire que longtemps, ceux qui sont derrière toi ou bien ceux qui sont devant toi, ils ne veulent pas te donner le passage pour que tu puisses rentrer dans le parc. Dans le rang des usagers de la voie, la multiplicité des parcs de stationnement n'est pas la cause des accidents qui surviennent sur le tronçon à Kassato-Glodjibé, mais plutôt l'imprudence de certains conducteurs de camions gros porteurs et du non-dédoublement de la voie. Parfois là, ils rentrent directement sur le goudron et ce qui est là d'abord, le goudron là c'est aller-retour, la voie est restreinte. Donc il n'y a pas assez d'espace. Maintenant, il n'y a pas de contrôle, ils entrent encore directement et puis ça nous cause des problèmes. Parfois ça crée des accidents. Parfois les gens meurent. Mais soit les camions vont sortir et il n'y aura pas sur le goudron. Et la voie est bloquée, on ne sait pas comment faire. Dans ce contexte des choses, des appels sont lancés des deux côtés. Par rapport à ça, moi j'invite l'État béninois
à prendre ses responsabilités pour pouvoir faire l'autre côté de la voie afin que nous, les usagers, nous allons trouver des choses là assez libres à la circulation. Tout le monde est pressé, mais avec quelques minutes, on va monter sur le goudron, tout le monde va partir. Mais il y a les personnels, les taxis en ville, les émidiamans ne comprennent pas. Mais souvent, ça amène les accidents bêtes. Bon, on ne comprend pas. Nous tous, on est les mêmes. Combien de minutes tu vas garer et que moi, je vais sortir ou bien je vais rentrer et tu vas continuer ton chemin. Moi, il n'a qu'à patienter. Être pressé là, ça nous amène où? Les Français ont dit qui va lentement va sûrement. En attendant que l'État réagisse pour réaliser le second bitume de la voie, il urge que conducteurs de gros porteurs et les autres usagers de la voie pensent à comment respecter le code de la route. Ainsi, chacun évitera des accidents de circulation. Au registre religion, les chrétiens, toutes tendances confondues, ont célébré ce lundi de Pâques, la Galilée, la rencontre avec le Christ ressuscité dimanche de Pâques. De l'église catholique à l'église du christianisme céleste, chaque confession religieuse a vécu comme de coutume l'apparition de Jésus à Galilée. Roland Toneikes. Jésus crucifié est descendu au séjour des morts, mais ressuscité le troisième jour à la Pâque. Mais à sa résurrection est allé à Galilée pour rencontrer ses disciples. Et pour immortaliser ce moment, les chrétiens de toute obédience célèbrent la rencontre de Jésus à Galilée. Ici, à Akasato, les chrétiens catholiques célèbrent la Galilée en partageant le repas ensemble. À la paroisse Sainte Trinité dans la Zopa, nous avons surpris les enfants en train de célébrer cet événement à leur manière sous la direction des responsables de l'église catholique. Mais que comprendre de la Galilée? Le père Antoine Métin nous répond. C'est juste en référence aux Écritures, où le Christ ressuscité a dit à Marie et à l'autre Marie, bref, a dit aux femmes, auxquelles il est apparu au premier moment, d'annoncer aux disciples que c'est en Galilée qu'ils vont le trouver. C'est en référence à cela que l'Église organise ses retrouvailles. À la paroisse Montagne Sainte du village Kwadjamé-Azé, pas de différence. La Galilée est d'une importance capitale qu'il faut la célébrer. Pasteur Simon Sautet nous en parle. La Galilée est pour nous la rencontre avec Jésus pour avoir la puissance. Après la célébration ponctuée par des chants, des danses et des prières où nous guérisons toutes sortes de maladies, nous partageons ensemble un repas, signe de notre fraternité parce que la parole de Dieu est pour nous aussi fraternité. Après la Pâque et la célébration de la Galilée, rendez-vous est pris pour la Pentecôte où l'Esprit Saint descendra sur le peuple de Dieu. Actualité internationale, les candidats à la présidentielle en France rivalisent d'ardeur, discours, meetings. Ils font usage de diverses stratégies pour convaincre les derniers citoyens encore indécis. Emmanuel Macron avance comme principal argument le travail. Reportage. Arrivé 6 heures du matin à Rungis, à 6 jours du premier tour, le candidat Emmanuel Macron à la présidentielle s'est rendu dans l'emblématique pavillon de la Triperie dont les têtes de veau sont devenues un passage obligé pour nombre de politiques. Bien accueilli, Emmanuel Macron a échangé avec de petits patrons bouchers qui lui ont souvent parlé de leurs difficultés d'embauche malgré les bons salaires ou avec des employés sur leurs conditions de travail, souvent de nuit et dans le froid des entrepôts de grossistes. Là, Emmanuel Macron fait des promesses pour l'amélioration des conditions de travail. Je ne viens pas simplement en campagne parce que j'y suis beaucoup venu, j'y ai travaillé comme ministre. Donc j'ai déjà fait des choses et expliquer tout ce que je fais justement pour aider celles et ceux qui travaillent, qui embauchent, qui travaillent tôt le matin, tard le soir ou pendant la nuit. Et donc la baisse des charges, la simplification, l'exonération des heures supplémentaires sont autant de mesures importantes pour celles et ceux qui sont ici. C'est un endroit où je pense que les idées que je porte sont comprises et entretenues, a jugé le candidat qui a choisi de s'afficher dans le monde du travail à quelques jours du premier tour. C'est pour ça que dès cet été, ce que je me suis engagé à faire, ce sont des états généraux de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre autour de la table les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les artisans, pour regarder filière par filière comment on partage la valeur ajoutée et comment on construit le prix.
Mardi après-midi, Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne présidentielle en France. Et puis, un peu plus tôt ce dimanche, Marine Le Pen, le candidat du Front National à la présidentielle, n'a pas connu le même accueil lors de son meeting dans les encablures de Zénith à Paris. Elle était confrontée à une fronde anti-FN contenue par les forces de l'ordre. Dimanche, plusieurs centaines de personnes avaient défilé au départ de l'Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, contre la venue de la candidate d'extrême droite. Une cinquantaine de manifestants vêtus de noir et le visage masqué avaient lancé des fumigènes et projectiles sur les forces de l'ordre alors que le cortège passait non loin du Zénith. Selon la police, ces manifestants s'étaient rassemblés à l'appel de collectifs antifascistes ou d'extrême gauche dans ce quartier du nord-est de Paris, quadrillé par d'importants contingents de forces de l'ordre. De brefs échauffourées se sont répétés durant environ 1h30. La police ou les forces de l'ordre les repoussaient à l'aide de grenades lacrymogènes essuyant jets de pierres et de pavés jusqu'à 21h, heure à laquelle les manifestants se sont calmés. Aucun blessé n'a été déploré lors de ces heures et aucune interpellation signalée selon une source policière. La junte militaire au pouvoir en Thaïlande promet de remettre Pattaya sur le droit chemin, mais le changement n'est pas flagrant dans les rues de la capitale du vice. Reportage. Une patrouille dans ce que l'on surnomme la capitale thaïlandaise du vice. À environ 150 km de Bangkok, Pattaya attire 12 millions de touristes chaque année, avec ses plages, ses bars et son industrie du sexe. Mais les autorités voudraient changer cette image de gigantesque quartier rouge. On a fermé des bars et on arrête les gens qui participaient à ces spectacles obscènes et sales. Maintenant, ce genre d'endroits qui donnent une mauvaise image de la ville sont moins nombreux et on essaye de les faire disparaître complètement. Les spectacles en question, on les trouve ici, dans les bars à hôtesses de Pattaya. Techniquement, la prostitution est illégale en Thaïlande, mais dans la plupart de ces établissements, un client qui s'acquitte d'un certain montant peut repartir en compagnie d'une danseuse. Ce qui se passe ensuite se règle en privé. Un flou juridique sur lequel ne s'attardent pas les autorités qui veulent promouvoir une image de destination balnéaire et familiale. On voudrait que les gens, quand ils rentrent chez eux, gardent de bons souvenirs de Pattaya, de sa beauté, de sa bonne humeur, et qu'ils reviennent vite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.